Le jour s'était levé sur Sète avec une lumière terne, presque froide, comme si la ville refusait d'embrasser pleinement une matinée qui portait encore les stigmates d'un drame récent. Depuis la mort de Nadia, une tension diffuse circulait dans l'air, imperceptible pour ceux qui n'étaient pas directement concernés, mais oppressante pour ceux dont la conscience était désormais sollicitée par des détails trop longtemps ignorés. Au commissariat, cette tension prenait une forme plus concrète. Elle se lisait dans la manière dont les dossiers s'entassaient sur le bureau de Martin Constant, dans l'attention obsessionnelle qu'il accordait aux moindres incohérences, dans ce silence concentré qui précédait chacune de ses décisions. Martin n'était pas homme à se laisser guider par l'émotion, pourtant quelque chose, dans cette affaire, dépassait la simple mécanique procédurale. Les nœuds marins retrouvés sur la scène, la posture figée de Brice Mussard, son chagrin trop maîtrisé, tout cela composait un tableau qui sonnait faux. Il ne disposait pas encore d'une preuve irréfutable, mais il percevait une cohérence troublante entre les éléments techniques et la personnalité de l'homme qui l'interrogeait. Georges, plus mesuré, tentait de lui rappeler qu'une conviction intime ne suffit pas à convaincre un procureur et que le moindre faux pas pourrait compromettre toute possibilité de perquisition. Cette prudence, bien que justifiée, ne faisait qu'accentuer l'isolement de Martin dans son intuition, car il sentait qu'il se jouait là quelque chose de plus profond qu'un simple accident domestique. C'est dans ce climat chargé que Bruno Paoletti poussa la porte du commissariat, porté par une agitation intérieure qu'il ne cherchait plus à dissimuler. Son visage témoignait d'une nuit blanche, marquée par des images répétitives et des souvenirs devenus soudain insupportables. Il avait lu l'article relatant la mort de Nadia, et ce récit, en apparence factuel, avait déclenché en lui une vague de réminiscences qu'il n'avait pas su interpréter immédiatement. Ce n'était pas un détail spectaculaire qui le hantait, mais un geste minuscule, presque insignifiant, aperçu à la fin d'un dîner qui, sur le moment, lui avait semblé simplement tendu. Lorsqu'il fut introduit dans une salle d'audition face à Martin, Bruno mit un certain temps à trouver ses mots, comme si le simple fait de formuler son souvenir revenait à accepter une responsabilité qu'il redoutait. Il décrivit la scène avec lenteur, s'efforçant de restituer l'ambiance du repas, les silences pesants, les interventions parfois envahissantes de Brice, et ce moment précis où Nadia avait levé la main près de son visage. Il confessa qu'il avait interprété ce geste comme un salut discret, un signe presque complice destiné à détendre l'atmosphère, et qu'il n'avait pas perçu la détresse dissimulée derrière ce mouvement apparemment banal. En reproduisant le geste devant Martin, Bruno ne cherchait pas seulement à être précis, il semblait vouloir vérifier lui-même la réalité de ce qu'il racontait, comme si la mémoire pouvait le trahir. Martin, en observant attentivement la configuration de la main, comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un simple signe de politesse. Il reconnut le signal universel utilisé par les victimes de violences lorsqu'elles ne peuvent pas s'exprimer librement, ce code discret qui consiste à replier le pouce dans la paume avant de refermer les doigts dessus pour signifier un appel à l'aide silencieux. La prise de conscience fut brutale pour Bruno, qui sentit la culpabilité l'envahir avec une intensité qu'il ne tenta pas de contenir. Il comprit que Nadia ne cherchait pas à lui adresser un salut anodin, mais à transmettre un message urgent qu'il n'avait pas su décoder. Il revoyait désormais son regard, son sourire figé, cette tension qu'il avait ressentie sans la nommer, et il mesurait l'écart tragique entre ce qu'il avait perçu et ce qui se jouait réellement sous ses yeux. Son trouble ne relevait pas d'une simple compassion rétrospective, mais d'un sentiment d'échec personnel, comme si son incapacité à comprendre avait contribué, même indirectement, à l'issue fatale. Pour Martin, cette révélation modifiait la perspective de l'enquête en profondeur, car elle introduisait l'idée que Nadia se sentait menacée au moment même où elle partageait un repas en présence de son mari. Ce signe ne constituait pas une preuve matérielle au sens juridique, mais il renforçait la cohérence d'un scénario dans lequel la victime n'était pas libre et cherchait désespérément une échappatoire. L'affaire cessait d'être une hypothèse technique pour devenir le récit possible d'une emprise silencieuse, d'une violence invisible que seuls les détails pouvaient trahir. Pendant que Bruno quittait le commissariat avec le poids de cette découverte sur les épaules, Brice Mussard poursuivait sa routine universitaire avec une maîtrise presque dérangeante. À la faculté, il acceptait les condoléances avec une gravité mesurée, construisant l'image d'un veuf digne face à l'adversité. Son discours devant les étudiants, empreint d'une émotion apparemment sincère, évoquait l'injustice du destin et la fragilité de l'existence, mais derrière cette rhétorique se dessinait une volonté de contrôle absolu de la narration. Il ne laissait aucune place au doute, aucun interstice par lequel pourrait s'infiltrer une suspicion. Lorsque Martin et un collègue vinrent le chercher pour un nouvel interrogatoire, l'équilibre fragile de cette mise en scène se fissura légèrement, sans pour autant s'effondrer. Brice suivit les policiers sans protestation ouverte,
préférant adopter une posture de victime harcelée par une enquête qu'il jugeait infondée. Au commissariat, l'échange prit rapidement une dimension plus personnelle, car Martin évoqua non seulement les nœuds marins, mais aussi la possibilité que Nadia ait voulu le quitter. Cette hypothèse introduisait un mobile potentiel, et Brice, loin de se défendre uniquement sur le terrain factuel, choisit de déplacer le débat vers la sphère intime. Il insinua que Martin projetait sur lui une jalousie mal dissimulée, faisant allusion à sa proximité avec Raphaël et à l'admiration qu'elle pouvait lui porter. Cette stratégie n'était pas improvisée, elle visait à fragiliser l'enquêteur en suggérant un biais émotionnel susceptible d'invalider ses soupçons. Martin, conscient de cette manœuvre, s'efforça de maintenir une distance professionnelle, mais il ne pouvait ignorer que Brice venait de toucher un point sensible en mêlant l'enquête à sa vie conjugale. Parallèlement, au lycée, le vide-dressing organisé par les élèves échappait progressivement à tout contrôle, révélant une autre facette de la fragilité des équilibres. Marceau, fils d'Erika, avait introduit de l'alcool dans l'événement, transformant une initiative encadrée en une fête improvisée où la musique et l'excitation collective prenaient le pas sur la prudence. Bastien tenta d'intervenir en rappelant les règles, mais son autorité fut rapidement diluée dans l'enthousiasme ambiant. L'arrivée de Nordine et de Manon, alertées par le bruit excessif, réinstalla une forme d'ordre, même si leur intervention soulignait l'écart entre l'insouciance adolescente et les responsabilités légales. Dans un autre registre, la sphère intime de Karim révélait elle aussi des tensions sous-jacentes. Nina, avec la spontanéité de l'enfance, évoquait son attachement à Arthur et l'idée d'une petite sœur, sans mesurer la complexité émotionnelle que ses paroles pouvaient susciter chez son père. Karim, partagé entre la volonté de protéger sa fille et la crainte de perdre une place symbolique dans son univers affectif, peinait à accueillir sereinement cette évolution. La visite d'Émilie, venue partager un moment d'intimité avec lui, mit en lumière cette fragilité, car elle percevait chez Karim une résistance à accepter qu'Arthur puisse occuper un rôle positif auprès de Nina. Ainsi, tandis que l'enquête sur Nadia gagnait en densité avec la révélation du geste d'appel à l'aide, chaque personnage semblait confronté à ses propres zones d'ombre, qu'il s'agisse de culpabilité, de jalousie ou de peur du déclassement. La ville continuait de fonctionner en apparence, mais sous cette normalité se dessinaient des fissures invisibles, prêtes à s'élargir au moindre choc supplémentaire. La partie engagée entre Martin et Brice ne se limitait plus à un simple échange d'arguments, elle prenait la forme d'un affrontement psychologique où chaque détail, chaque parole et chaque silence pouvaient devenir déterminants. L'écho du geste de Nadia ne quittait plus l'esprit de Martin Constant, comme si ce simple mouvement de main avait ouvert une brèche dans une affaire jusque-là contenue dans des hypothèses et des déductions techniques. Il savait qu'un signe, à lui seul, ne suffirait pas à convaincre un procureur d'autoriser une perquisition, mais il mesurait aussi la puissance symbolique de ce message silencieux. Ce n'était pas un détail anodin ajouté au dossier, c'était la preuve intime qu'au moment où tout le monde pensait partager un repas ordinaire, une femme tentait de signaler qu'elle se sentait en danger. Dans son bureau, Martin reprenait les éléments un à un, cherchant à faire dialoguer la psychologie et la matérialité des faits. Les nœuds marins retrouvés sur le corps de Nadia continuaient de le hanter, car ils révélaient un savoir-faire précis, maîtrisé, presque esthétique dans sa rigueur. Brice, professeur cultivé, passionné par la mer et les techniques nautiques, possédait cette compétence. Pourtant, il se présentait comme un mari dépassé par un drame absurde, comme un homme frappé par une fatalité cruelle. Ce décalage entre l'image projetée et les éléments concrets nourrissait la détermination de Martin. Georges, fidèle à son rôle de garde-fou, entra dans le bureau avec une tablette à la main. Il avait analysé plusieurs publications sur les réseaux sociaux, des photos de soirée, des commentaires, des fragments de vie exposés en ligne. Rien d'explosif en apparence, mais certains clichés montraient Nadia avec un sourire plus contraint qu'épanoui, des regards dirigés vers l'objectif qui semblait chercher une approbation invisible. Georges ne tirait pas de conclusions hâtives, mais il soulignait que l'image d'un couple harmonieux pouvait parfois masquer des tensions plus profondes. Damien, de son côté, apportait une lecture plus scientifique. Il détaillait la manière dont les liens avaient été noués, la pression exercée, le temps estimé nécessaire pour parvenir à un tel résultat. Il expliquait que ces nœuds ne s'improvisaient pas et qu'ils exigeaient une certaine familiarité avec les techniques maritimes. Martin écoutait avec attention, car chaque précision renforçait la cohérence d'un scénario dans lequel l'accident devenait de moins en moins plausible. Pendant que l'enquête gagnait en densité, Brice Mussard ne restait pas inactif. Au commissariat, il adoptait une posture de plus en plus offensive, comme s'il avait compris que la meilleure défense consistait à attaquer.
Face à Martin, il ne se contentait plus de nier, il suggérait que l'acharnement dont il faisait l'objet relevait d'une obsession personnelle. Il évoquait la relation professionnelle qu'il entretenait avec Raphaël, insinuant que l'admiration intellectuelle qu'elle lui portait pouvait troubler l'équilibre conjugal de Martin. Cette stratégie, habilement construite, visait à déplacer le centre de gravité de l'enquête. Si Martin pouvait être perçu comme un mari jaloux plutôt que comme un enquêteur rigoureux, la crédibilité de ses soupçons serait affaiblie. Brice jouait sur cette ambiguïté avec un calme presque clinique, transformant chaque question en opportunité de fragiliser son interlocuteur. Martin, conscient de la manœuvre, s'efforçait de ne pas laisser transparaître la moindre émotion, mais il savait que la ligne entre l'intime et le professionnel venait d'être franchie. Dans le même temps, Raphaël se trouvait prise dans un conflit intérieur dont elle mesurait la gravité. Elle connaissait Brice comme un collègue brillant, engagé, parfois provocateur, mais jamais violent à ses yeux. Elle refusait d'admettre que l'homme qu'elle admirait pour son intelligence puisse être capable d'un acte irréparable. Lorsque Brice lui confia son sentiment d'être harcelée par Martin, elle fut sensible à cette détresse apparente. Elle lui affirma qu'elle ne se sentait pas obligée de penser comme son mari et qu'elle le croyait sincèrement innocent. Cette prise de position n'était pas un simple geste de solidarité, elle révélait une fracture plus profonde dans le couple qu'elle formait avec Martin. En choisissant d'exprimer sa confiance envers Brice, Raphaël envoyait un message implicite à son mari, elle ne partageait pas son intuition et ne cautionnait pas son insistance. Cette divergence de perception créait une distance subtile, mais réelle, entre eux. Martin, lorsqu'il apprit la position de Raphaël, ressentit une amertume qu'il tenta de dissimuler derrière son professionnalisme. Il comprenait qu'elle puisse vouloir croire à l'innocence de son collègue, mais il ne pouvait ignorer que cette confiance affaiblissait sa propre légitimité. Il se retrouvait dans la situation paradoxale d'enquêter sur un homme soutenu par sa propre épouse, ce qui donnait à chaque échange une dimension supplémentaire, presque intime. À l'université, Brice décida de franchir une étape supplémentaire dans sa mise en scène. Il se rendit dans un amphithéâtre vide, vêtu d'une capuche, une bombe de peinture à la main. Sur le tableau, il traça les mots « Mussard assassin » avec une application presque théâtrale. Ce geste n'était pas impulsif, il relevait d'une stratégie soigneusement élaborée. En se présentant comme la cible d'un acharnement public, il renforçait son image de victime. Le lendemain, la découverte de ce graffiti susciterait l'indignation et la compassion, détournant l'attention des soupçons vers une supposée campagne de diffamation. Cette auto-victimisation glaçante révélait une intelligence froide, capable d'anticiper les réactions et de manipuler l'opinion. Brice savait que dans une société où l'émotion circule plus vite que les preuves, l'image d'un homme injustement accusé pouvait susciter un élan de solidarité puissant. En écrivant lui-même ces mots, il prenait le contrôle du récit, transformant l'accusation en outil de défense. Parallèlement, au lycée, le vide dressing continuait de produire ses propres conséquences. L'intervention de Nordine et Manon avait permis de mettre fin à la vente non déclarée et à la circulation d'alcool, mais l'incident laissait une trace. Erika, confrontée aux agissements de son fils Marceau, éprouvait un mélange de déception et de culpabilité. Elle se reprochait d'avoir accordé trop de confiance, de ne pas avoir perçu les signes d'un dérapage imminent. Marceau, de son côté, oscillait entre défi adolescent et prise de conscience tardive du risque encouru. Cette intrigue secondaire, bien que distincte de l'enquête principale, faisait écho à la thématique du contrôle et de la responsabilité. Comme Nadia n'avait pas été entendue dans son appel silencieux, certains signaux d'alerte avaient été ignorés au lycée, jusqu'à ce que l'intervention extérieure devienne nécessaire. La répétition de ces motifs renforçait l'idée que derrière chaque apparence ordinaire pouvait se dissimuler un déséquilibre latent. Chez Karim, la tension prenait une forme plus intime encore. Les paroles de Nina, évoquant avec enthousiasme la relation entre Lou et Arthur, ravivaient chez lui une inquiétude diffuse. Il ne s'agissait pas d'une jalousie rationnelle, mais d'une peur plus archaïque de perdre sa place dans le cœur de sa fille. Émilie, attentive, percevait cette crispation et tentait d'introduire une nuance. Elle rappelait à Karim qu'Arthur n'était pas un rival, mais un homme bienveillant, capable d'apporter de la stabilité à Nina. Karim, malgré sa lucidité professionnelle lorsqu'il s'agissait d'analyser les comportements suspects, éprouvait des difficultés à appliquer cette même distance à sa propre vie affective. Il savait qu'il jugeait peut-être Arthur trop rapidement, mais il lui était difficile d'accepter que l'équilibre familial évolue sans lui. Ainsi, tandis que l'enquête autour de Nadia se complexifiait avec la révélation du signe d'appel à l'aide et la manœuvre calculée de Brice,
les autres personnages se trouvaient eux aussi confrontés à des tensions révélatrices. Les soupçons, les loyautés et les peurs personnelles s'entremêlaient, dessinant un réseau d'émotions qui dépassait la simple recherche de la vérité judiciaire. Chaque décision, chaque prise de position, contribuait à redessiner les alliances et à fragiliser les certitudes. L'affaire ne se jouait plus uniquement dans les salles d'audition ou dans les rapports d'expertise, elle s'inscrivait désormais dans les relations humaines, dans les fractures invisibles des couples et des familles. Martin sentait que la vérité se rapprochait, mais il comprenait aussi que la révéler aurait un coût, non seulement pour Brice, mais pour lui-même et pour ceux qu'il aimait. Au commissariat, l'atmosphère se densifiait à mesure que les pièces du puzzle s'assemblaient sans encore former une image complète. Martin Constant ressentait cette tension particulière qui précède les basculements, ce moment où l'enquête n'est plus une simple accumulation d'indices mais devient une confrontation de volonté. Il savait que Brice Mussard n'était pas un suspect ordinaire, car derrière son apparence policée se dessinait un esprit stratégique, capable d'anticiper les mouvements adverses et de transformer chaque accusation en opportunité. La découverte du graffiti « Mussard assassin » à l'université provoqua un effet immédiat. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, les étudiants exprimèrent leur indignation, certains dénonçant la cruauté d'un acharnement public contre un homme déjà endeuillé. Brice, feignant la surprise et la blessure morale, affirma qu'il ne comprenait pas cette violence gratuite. Il adopta un ton mesuré, presque fatigué, comme s'il subissait une épreuve injuste qui s'ajoutait à son deuil. Cette posture renforçait son image de victime et compliquait la tâche de Martin, car toute initiative plus incisive risquait d'être perçue comme une persécution. Au commissariat, Georges analysait la chronologie des événements avec minutie. Il soulignait que le graffiti avait été réalisé à un moment où la faculté était presque déserte, ce qui réduisait considérablement la liste des suspects potentiels. Pourtant, rien ne permettait d'affirmer qu'il s'agissait d'une mise en scène, et Martin devait avancer sans précipitation. Il se refusait à céder à la pression médiatique, conscient que l'opinion publique pouvait influencer subtilement le cours d'une enquête. Pendant ce temps, Bruno Paoletti tentait de reprendre le fil de sa vie quotidienne, mais son esprit restait prisonnier du souvenir du geste de Nadia. Il revivait la scène du dîner avec une précision douloureuse, cherchant dans les regards, dans les silences, des indices qu'il aurait pu interpréter autrement. Il se demandait si son malaise instinctif n'aurait pas dû le pousser à intervenir, à prolonger la conversation, à créer un espace où Nadia aurait pu s'exprimer librement. Cette introspection le confrontait à un sentiment d'impuissance, car il comprenait que la violence psychologique ne laisse pas toujours de traces visibles et qu'elle se dissimule souvent derrière des sourires convenus. Martin, de son côté, approfondissait l'angle relationnel. Il s'interrogeait sur la dynamique du couple formé par Nadia et Brice, sur la possibilité d'une emprise progressive qui aurait isolé la jeune femme de son entourage. Il se souvenait des campagnes de sensibilisation sur les signaux d'alerte, sur ces micro-gestes qui trahissent une détresse contenue. Le signe d'appel à l'aide devenait ainsi la clé d'une lecture plus intime du drame, car il suggérait que Nadia avait conscience du danger et qu'elle avait tenté, au moins une fois, de briser le silence. Raphaël, quant à elle, se trouvait dans une position délicate qui la mettait face à ses propres contradictions. Elle continuait d'affirmer sa confiance envers Brice, mais cette certitude n'était plus aussi solide qu'elle le prétendait. L'image du graffiti, la persistance de Martin, et surtout la révélation du geste de Nadia commençaient à fissurer son assurance. Elle refusait d'imaginer qu'elle ait pu se tromper sur la nature de son collègue, car admettre cette erreur reviendrait à reconnaître une faille dans son jugement professionnel et personnel. La tension entre elle et Martin devenait plus palpable, bien qu'elle ne s'exprime pas par des éclats de voix. Elle se traduisait par des silences prolongés, par des conversations écourtées, par cette distance subtile qui s'installe lorsque deux personnes partagent la même réalité sans l'interpréter de la même manière. Martin évitait de transformer l'enquête en débat conjugal, mais il ne pouvait ignorer que la loyauté de sa femme envers Brice compliquait la situation. Il se demandait si son obstination risquait d'entraîner une fracture plus profonde, et cette perspective l'obligeait à redoubler de maîtrise. À l'université, Brice poursuivait son jeu avec une constance inquiétante. Il organisait une rencontre informelle avec quelques étudiants, évoquant le poids des rumeurs et la nécessité de ne pas juger sans preuve. Il se présentait comme un défenseur de la rationalité face à l'emballement émotionnel, inversant subtilement les rôles pour se positionner du côté de la lucidité. Cette stratégie renforçait son aura auprès de certains, qui voyaient en lui un homme injustement soupçonné. Dans un registre parallèle, l'affaire du vide-dressing continuait d'avoir des répercussions au lycée. Erika confronta Marceau avec une fermeté qui trahissait son inquiétude.
Elle ne se contentait pas de reprocher l'introduction d'alcool, elle interrogeait la prise de risque et le mépris des règles. Marceau, confronté à la possibilité de sanctions plus graves, commençait à mesurer l'ampleur de son imprudence. Cette confrontation révélait un apprentissage douloureux sur la responsabilité, écho discret à l'enquête principale où les conséquences d'un geste pouvaient être irréversibles. Karim, de son côté, oscillait entre vigilance professionnelle et tourment personnel. Il observait l'évolution de la situation avec Brice en gardant une distance apparente, mais il percevait la pression croissante sur Martin. En parallèle, la relation entre Nina et Arthur continuait de susciter chez lui un trouble qu'il avait du mal à rationaliser. Émilie, attentive, tentait de lui rappeler que la confiance est un pilier aussi essentiel que la protection, et que refuser toute évolution reviendrait à figer la vie dans un passé impossible à préserver. Au commissariat, Damien apporta un élément supplémentaire qui, sans être décisif, renforçait la cohérence des soupçons. Il expliqua que la disposition des liens ne correspondait pas à un scénario d'accident improvisé, car elle impliquait une anticipation et un contrôle du temps. Martin accueillit cette information avec gravité, car elle réduisait encore l'espace laissé aux doutes raisonnables. La confrontation avec Brice reprit dans un climat plus tendu. Martin évoqua la possibilité d'une perquisition, soulignant que la cohérence des indices justifiait une exploration plus approfondie. Brice, loin de se laisser déstabiliser, adopta une posture presque pédagogique, expliquant que la passion pour les nœuds marins n'avait rien d'incriminant et que l'on pouvait aisément confondre compétences techniques et culpabilité. Cette assurance maîtrisée renforçait le sentiment que l'affrontement dépassait la simple recherche de faits pour devenir un duel psychologique. À mesure que la journée avançait, chacun des protagonistes semblait avancer sur un fil tendu entre certitude et doute. Bruno vivait avec le poids de son incompréhension passée, Raphaël luttait contre la possibilité d'une erreur de jugement, Karim affrontait ses propres résistances affectives, et Martin poursuivait son enquête avec une détermination qui risquait de bouleverser son équilibre personnel. La ville continuait de fonctionner, les cours reprenaient, les commerces ouvraient, les conversations se poursuivaient comme si le drame de Nadia appartenait déjà au passé. Pourtant, sous cette normalité apparente, une vérité cherchait à émerger, portée par des signes discrets et des gestes silencieux. Martin pressentait que le point de rupture approchait, mais il savait aussi que chaque avancée comportait un risque, car dévoiler la vérité impliquerait de faire tomber les masques et d'affronter les conséquences humaines de cette révélation. Plus l'enquête avançait, plus elle quittait le terrain strictement factuel pour s'installer dans une zone plus trouble, celle des motivations et des rapports de force invisibles. Martin Constant comprenait que l'affaire Nadia ne se résumait pas à des cordages et à une expertise technique, mais qu'elle révélait un système de contrôle bien plus vaste. Il sentait que chaque détail, même minime, pouvait éclairer la nature profonde de la relation entre Nadia et Brice, et c'est précisément cette dimension psychologique qui lui donnait la conviction de ne pas se tromper. Au commissariat, l'équipe travaillait désormais dans une forme de tension contenue. Georges, méthodique, avait retracé les derniers échanges téléphoniques de Nadia, analysé les horaires, les silences, les messages effacés. Rien d'explicitement incriminant, mais un schéma apparaissait, des conversations de plus en plus courtes avec certaines amies, des annulations répétées de rendez-vous, une forme d'isolement progressif qui ne pouvait être ignorée. Martin voyait dans ces éléments la trace d'une emprise silencieuse, d'un enfermement qui ne laissait aucune marque visible, mais qui se lisait dans les absences. Bruno, quant à lui, ne parvenait plus à échapper à la scène du dîner. Il avait revu certains invités, cherchant à confirmer son impression d'un malaise diffus. Certains reconnaissaient avoir senti une tension, sans pouvoir la définir clairement. Cette imprécision renforçait le sentiment d'impuissance, car la violence psychologique se nourrit précisément de ces zones grises où rien n'est suffisamment clair pour déclencher une intervention immédiate. Bruno portait désormais le poids d'un témoin qui comprend trop tard ce qu'il a vu. À l'université, le graffiti « Mussard assassin » continuait de produire ses effets. Brice exploitait la situation avec une subtilité calculée, insistant sur le danger des jugements hâtifs et sur la nécessité de protéger la réputation d'un homme déjà frappé par le deuil. Il se présentait comme une cible, évoquant la violence symbolique dont il faisait l'objet. Cette posture suscitait une forme de compassion chez certains étudiants, mais aussi des interrogations chez d'autres, qui commençaient à percevoir une mise en scène trop parfaite pour être totalement spontanée. Martin, de son côté, obtenait enfin un entretien plus approfondi avec le procureur. Il exposa les éléments avec rigueur, évoquant le signe d'appel à l'aide, la cohérence des nœuds marins, l'isolement progressif de Nadia.
Il insista sur la nécessité d'une perquisition pour vérifier certains points matériels susceptibles d'éclairer la chronologie. Le procureur, prudent, reconnut la cohérence du raisonnement tout en rappelant l'exigence d'un fondement solide. La décision n'était pas immédiate, mais l'argumentation de Martin laissait entrevoir une possibilité. Cette perspective renforçait la détermination de Martin, mais elle accentuait aussi la tension dans sa vie personnelle. Raphaël, de plus en plus consciente de l'ampleur de l'enquête, ressentait une inquiétude croissante. Elle se surprenait à observer certains souvenirs avec un regard nouveau, à reconsidérer des détails qu'elle avait jugés insignifiants. L'idée qu'elle ait pu mal interpréter le caractère de Brice la troublait profondément, car elle touchait à son identité professionnelle. Être avocate implique de savoir discerner la vérité derrière les apparences, et admettre une erreur reviendrait à remettre en question cette compétence. Les échanges entre elle et Martin devenaient plus complexes. Ils évitaient l'affrontement direct, mais chaque conversation portait la trace d'un désaccord latent. Martin tentait de préserver leur relation en maintenant une séparation claire entre son rôle d'enquêteur et celui d'époux, mais la réalité s'imposait avec insistance, l'homme qu'il soupçonnait était celui en qui sa femme avait confiance. Pendant ce temps, au lycée, l'incident du vide-dressing continuait de faire écho. Marceau, confronté à la possibilité de sanctions administratives, commençait à mesurer les conséquences d'un acte qu'il avait perçu comme anodin. Erika, partagée entre la colère et la culpabilité, s'interrogeait sur les signaux qu'elle n'avait pas su voir. Cette réflexion sur la responsabilité parentale faisait écho à la thématique centrale de l'épisode, comprendre les signes avant qu'il ne soit trop tard. Karim, de son côté, observait l'évolution de l'enquête avec un regard attentif. Il percevait chez Martin une tension inhabituelle, mélange d'obstination et de vulnérabilité. En parallèle, sa propre vie affective le confrontait à des résistances qu'il avait du mal à nommer. Les paroles d'Émilie sur Arthur continuaient de résonner en lui, révélant une peur plus profonde que la simple méfiance. Il comprenait que son attachement à Nina pouvait le pousser à interpréter certaines situations avec une rigidité excessive. Au commissariat, Damien apporta un complément d'analyse qui renforçait la cohérence du scénario envisagé par Martin. Il expliqua que la disposition des cordages suggérait une mise en scène maîtrisée, incompatible avec un accident improvisé. Cette précision technique, bien que prudente, ajoutait un poids supplémentaire à la thèse d'un geste intentionnel. La confrontation suivante avec Brice prit une dimension plus incisive. Martin évoqua la possibilité d'une perquisition imminente, laissant entendre que les éléments accumulés justifiaient une exploration plus approfondie de son domicile et de ses effets personnels. Brice conserva son calme, mais un éclat furtif traversa son regard, trahissant une vigilance accrue. Il répondit avec une assurance mesurée, rappelant que la passion pour les nœuds marins ne constituait pas une preuve et que toute interprétation devait rester dans le cadre strict des faits. Cette joute verbale ne se limitait plus à un échange d'arguments, elle révélait un affrontement de stratégie. Martin cherchait à faire émerger la vérité par accumulation méthodique, tandis que Brice tentait de brouiller les pistes en jouant sur les perceptions et les émotions. Chaque parole était pesée, chaque silence chargé d'intention. À la fin de la journée, la ville retrouvait son rythme habituel, mais l'équilibre demeurait fragile. Les certitudes s'effritaient, les loyautés étaient mises à l'épreuve, et la perspective d'une perquisition annonçait un possible basculement. Martin savait que s'il franchissait cette étape, il ne serait plus possible de revenir en arrière. La vérité, une fois dévoilée, ne se contenterait pas de désigner un coupable, elle redessinerait les relations et exposerait les failles de chacun. Dans l'ombre de cette décision imminente, chaque personnage avançait avec ses propres doutes, sans mesurer encore pleinement les conséquences du choc à venir. La décision du procureur arriva en fin d'après-midi, avec cette sobriété administrative qui contraste toujours avec l'onde de choc qu'elle peut provoquer. La perquisition était accordée. Pas comme un triomphe spectaculaire, mais comme l'aboutissement logique d'un faisceau d'indices désormais jugés suffisamment cohérents pour justifier une intrusion dans l'espace privé de Brice Mussard. Pour Martin, ce n'était pas une victoire, c'était une étape, et il savait que ce passage du soupçon à l'acte allait marquer un tournant irréversible. En sortant du bureau du procureur, il prit quelques secondes seul dans le couloir, conscient que cette décision allait dépasser le cadre strict de l'enquête. Il ne pensait pas seulement aux preuves potentielles qu'il pourrait découvrir, mais à la réaction de Brice, à l'impact médiatique, et surtout aux répercussions personnelles que cette escalade pourrait avoir sur son couple. Il savait que Raphaël apprendrait rapidement la nouvelle, et que cette information viendrait fissurer encore un peu plus l'équilibre fragile qu'il tentait de maintenir. La perquisition fut organisée avec méthode, sans éclat inutile.
Martin tenait à éviter toute mise en scène, conscient que Brice exploiterait le moindre excès pour renforcer sa posture de victime. Lorsqu'ils arrivèrent au domicile du professeur, celui-ci les accueillit avec une politesse maîtrisée, mais son regard trahissait une vigilance accrue. Il ne protesta pas frontalement, mais insista sur le respect des procédures, rappelant subtilement ses droits et la nécessité de préserver sa réputation. À l'intérieur, l'appartement reflétait une rigueur presque clinique. Les étagères parfaitement alignées, les livres classés avec soin, les objets nautiques disposés comme des pièces d'exposition. Chaque détail semblait pensé pour exprimer le contrôle et la maîtrise. Martin observa cet environnement avec attention, cherchant dans cette harmonie apparente la trace d'une dissonance. Damien examina les cordages, les outils, les manuels techniques. Il photographia, répertoria, compara. Rien, à première vue, ne constituait une preuve directe, mais l'abondance de matériel spécialisé renforçait la cohérence des hypothèses. Martin ne cherchait pas un objet miraculeux qui trancherait immédiatement l'affaire, il cherchait une accumulation de détails capables de construire une vérité. Pendant ce temps, Raphaël apprit la nouvelle de la perquisition par un collègue, et l'information provoqua en elle une réaction ambivalente. Une part d'elle ressentait une indignation instinctive, comme si Martin avait franchi une ligne en s'attaquant frontalement à Brice. Une autre part, plus silencieuse, se demandait si cette étape n'était pas inévitable au regard des éléments accumulés. Cette dualité la plongeait dans un trouble qu'elle peinait à formuler. Elle se remémora certaines conversations avec Brice, certaines confidences qui lui avaient semblé anodines. Elle tenta d'y déceler une rigidité, une trace d'emprise qu'elle aurait pu minimiser. Mais chaque souvenir était teinté par l'image qu'elle s'était construite de lui, et il lui était difficile de séparer l'homme qu'elle croyait connaître du suspect que Martin voyait se dessiner. Au lycée, l'affaire du vide-dressing avait laissé des traces plus durables qu'on ne l'aurait imaginé. Marceau, convoqué avec sa mère, écoutait les avertissements avec une gravité nouvelle. L'incident avait cessé d'être une simple transgression adolescente pour devenir un rappel concret des conséquences juridiques possibles. Erika, de son côté, se reprochait son indulgence initiale, et cette introspection la conduisait à reconsidérer son rôle parental. Elle comprenait que la confiance n'exclut pas la vigilance, et que certains signes, même discrets, méritent d'être interrogés. Chez Karim, la tension prenait une forme plus intime encore. Les paroles d'Émilie sur Arthur continuaient de travailler en lui, révélant une peur plus profonde que la simple méfiance. Il comprenait que son attachement à Nina pouvait le pousser à interpréter certaines situations avec une rigidité excessive, et cette prise de conscience l'obligeait à reconsidérer son attitude. Il ne voulait pas reproduire un schéma de contrôle qu'il dénonçait dans son travail d'enquêteur. Au domicile de Brice, la perquisition avançait avec une précision méthodique. Martin observait son suspect, cherchant dans ses réactions un indice, une fissure dans le masque. Brice restait calme, presque détaché, comme s'il assistait à une procédure injustifiée dont il sortirait blanchi. Cette sérénité apparente renforçait le malaise, car elle suggérait une confiance en sa propre capacité à maîtriser la situation. Un élément attira néanmoins l'attention, un carnet où figuraient des notes techniques sur différents types de nœuds, accompagnés de schémas détaillés. Rien d'illégal en soi, mais la précision des annotations révélait une expertise approfondie. Damien prit soin de documenter chaque page, conscient que la frontière entre passion légitime et usage criminel peut être ténue. La perquisition s'acheva sans découverte spectaculaire, mais elle laissa derrière elle un changement d'équilibre. Brice, désormais officiellement visé par une procédure intrusive, ne pouvait plus se contenter d'une posture passive. Martin savait que cette étape provoquerait une réaction, et il s'interrogeait sur la nature de cette riposte. En quittant les lieux, il ressentit le poids de la responsabilité. Il avait franchi une ligne, et il ne pouvait plus reculer. Il savait que la vérité, si elle se confirmait, bouleverserait non seulement la vie de Brice, mais aussi celle de Raphaël, et par ricochet la sienne. Cette perspective n'affaiblissait pas sa détermination, mais elle lui rappelait que chaque décision professionnelle porte en elle des conséquences humaines. La nuit tomba sur Sète avec une lenteur presque solennelle. Les rues retrouvaient leur calme, les lumières des appartements s'allumaient, et la ville semblait ignorer le drame qui se jouait dans l'ombre. Pourtant, derrière les façades tranquilles, les certitudes continuaient de se fissurer. La perquisition n'avait pas apporté de révélations éclatantes, mais elle avait déplacé le centre de gravité de l'affaire. La confrontation entrait dans une phase plus aiguë, où la moindre erreur pourrait tout faire basculer. Martin, en regagnant son domicile, savait qu'il devrait affronter le regard de Raphaël. Il comprenait que l'enquête n'était plus seulement une quête de vérité, mais un test de confiance.
La frontière entre l'intime et le professionnel s'était estompée, et il lui fallait désormais avancer sur ce fil fragile sans perdre l'équilibre. Lorsque Martin rentra chez lui ce soir-là, la fatigue ne se lisait pas seulement sur son visage, elle pesait dans sa démarche, dans la lenteur avec laquelle il posa ses clés sur le meuble de l'entrée. La perquisition chez Brice avait été menée sans incident, mais l'absence de découverte décisive laissait derrière elle un goût amer, celui d'un pas franchi sans certitude absolue. Il savait que juridiquement, l'acte était justifié, mais humainement, il en mesurait déjà les répercussions. Raphaël l'attendait dans le salon, assise droite, les mains jointes comme pour empêcher toute émotion de déborder. Elle avait appris la nouvelle par d'autres avant qu'il ne la lui annonce, et ce décalage nourrissait un malaise supplémentaire. Elle ne l'accueillit ni avec colère ni avec tendresse, mais avec cette retenue froide qui précède les conversations difficiles. Martin prit le temps d'expliquer les raisons de la perquisition, détaillant les éléments accumulés, le signe d'appel à l'aide, la cohérence des nœuds, l'isolement progressif de Nadia. Il parlait avec la rigueur d'un enquêteur, mais sa voix trahissait une vulnérabilité qu'il ne cherchait plus à masquer. Il ne voulait pas convaincre Raphaël par autorité, il voulait qu'elle comprenne la logique qui guidait ses décisions. Raphaël écouta sans l'interrompre, mais son regard exprimait une lutte intérieure. Elle reconnaissait la cohérence du raisonnement, tout en refusant d'admettre qu'elle ait pu se tromper sur Brice. Elle expliqua qu'elle avait toujours vu en lui un homme brillant, exigeant, parfois provocateur, mais jamais dangereux. Elle insista sur le fait que croire en l'innocence d'un collègue ne signifiait pas nier la douleur de Nadia, mais préserver le principe fondamental de la présomption d'innocence. Cette divergence de perspective ne se traduisit pas par un éclat, mais par une distance subtile qui s'installa entre eux. Martin comprenait la position de sa femme, mais il ressentait aussi une forme de solitude. En tant que policier, il était habitué à être contesté, à affronter la méfiance, mais cette contestation venant de l'intérieur de son foyer avait une résonance différente. Pendant ce temps, Brice rentrait dans son appartement perquisitionné avec une précision presque ritualisée. Il observa les étagères, les livres déplacés, les cordages examinés, comme si l'intrusion avait laissé une trace invisible. Il ne céda ni à la panique ni à la colère ouverte. Au contraire, il semblait analyser la situation avec une froideur calculatrice. Il savait que la perquisition, même sans découverte spectaculaire, modifiait la perception publique. Il devait donc adapter sa stratégie. Le lendemain, il prit l'initiative de rencontrer la direction de l'université pour dénoncer ce qu'il qualifiait d'acharnement. Il évoqua la violence symbolique du graffiti, la brutalité d'une perquisition médiatisée, et le danger de voir sa carrière détruite par des soupçons infondés. Cette démarche, soigneusement préparée, visait à consolider son image d'homme injustement ciblé. Au commissariat, Georges informait Martin des réactions en ligne. Les avis étaient partagés. Certains soutenaient l'enquête, d'autres dénonçaient une précipitation. Cette polarisation ne faisait qu'accentuer la pression sur l'équipe. Martin savait que l'opinion publique peut influencer subtilement les décisions judiciaires, et il redoutait que la perception d'un homme harcelé ne fragilise son dossier. Bruno, de son côté, avait accepté de formaliser son témoignage par écrit, décrivant avec précision le geste de Nadia et le contexte du dîner. Il avait choisi chaque mot avec soin, conscient que sa déclaration pouvait peser lourd dans l'équilibre de l'enquête. En rédigeant, il mesurait la portée de ce qu'il avait ignoré sur le moment. Son témoignage devenait une tentative de réparation, un moyen de donner enfin un sens à ce qu'il n'avait pas su comprendre. À l'université, l'atmosphère restait tendue. Certains étudiants évitaient désormais Brice, tandis que d'autres lui manifestaient un soutien ostensible. Cette division révélait la fragilité des réputations construites sur des années. Brice, fidèle à sa stratégie, maintenait un ton mesuré, évoquant la nécessité de laisser la justice faire son travail, tout en soulignant la violence des jugements hâtifs. Au lycée, Marceau faisait face aux conséquences administratives de l'incident du vide-dressing. Cette expérience, bien que mineure comparée au drame de Nadia, constituait pour lui un point de bascule. Il comprenait que certains gestes, même impulsifs, peuvent produire des effets disproportionnés. Erika, observant son fils, percevait une évolution subtile dans son attitude, comme si la confrontation avec l'autorité avait fissuré une insouciance trop confortable. Chez Karim, la conversation avec Émilie se poursuivait sur un terrain plus apaisé. Il reconnut qu'il avait projeté sur Arthur une inquiétude excessive, et qu'il devait accepter que Nina grandisse dans un environnement qui ne lui appartient pas exclusivement. Cette prise de conscience, bien que modeste, révélait une évolution intérieure.
Karim comprenait que le contrôle, lorsqu'il devient obsessionnel, peut reproduire les mécanismes qu'il combat dans son travail. Au commissariat, Damien revint sur certains éléments techniques en soulignant que l'absence de preuves directes ne signifie pas absence d'intention. Il évoqua la possibilité que le geste de Nadia soit le point d'entrée d'une relecture plus large des faits. Martin écoutait avec attention, conscient que l'enquête entrait dans une phase où la psychologie et la cohérence globale prenaient le pas sur l'évidence matérielle. La nuit suivante, Martin eut du mal à trouver le sommeil. Il repensait à la confrontation avec Brice, au regard calme derrière lequel il pressentait une détermination redoutable. Il repensait aussi à Raphaël, à cette distance qui s'était installée malgré leur volonté de préserver leur relation. Il savait que la vérité, si elle se confirmait, bouleverserait non seulement la réputation de Brice, mais aussi l'équilibre de son propre foyer. La ville semblait paisible, mais sous cette tranquillité apparente se jouait une bataille silencieuse entre conviction et doute. Chaque personnage avançait sur un fil fragile, pris entre loyauté et lucidité. La perquisition avait marqué une étape, mais elle n'avait pas clos le débat. Elle avait, au contraire, ouvert une nouvelle phase où les certitudes allaient être mises à l'épreuve de manière plus radicale encore. Les jours qui suivirent la perquisition ne furent pas marqués par une révélation spectaculaire, mais par une lente modification des équilibres, comme si chaque personnage avançait désormais avec la conscience aiguë que rien ne pourrait redevenir exactement comme avant. À 7, la routine continuait en surface, mais derrière les façades familières, les regards s'attardaient davantage, les silences se prolongeaient, et l'affaire Nadia s'imposait dans les conversations avec une insistance croissante. Au commissariat, Martin Constant observait cette évolution avec une lucidité presque douloureuse. Il savait que l'absence de preuves décisives issues de la perquisition fragilisait momentanément son dossier, mais il refusait de céder à la tentation de conclure trop vite. Le témoignage de Bruno, désormais formalisé, occupait une place centrale dans sa réflexion. Le signe d'appel à l'aide n'était pas un simple détail émotionnel, il constituait une brèche dans le récit officiel. Il révélait que Nadia avait, au moins une fois, tenté de briser le silence. Martin relisait le compte-rendu avec une attention particulière, cherchant à comprendre ce que cela impliquait sur le plan psychologique. Une femme qui envoie un tel signal le fait rarement par hasard. Ce geste suppose une peur réelle, une anticipation du danger, et une incapacité à s'exprimer ouvertement. Cette lecture renforçait sa conviction que l'affaire ne pouvait être réduite à un accident tragique. Brice Mussard, de son côté, poursuivait sa stratégie avec une constance presque inquiétante. Il multipliait les apparitions publiques mesurées, acceptant les marques de soutien avec retenue, dénonçant les rumeurs avec un ton posé. Il se présentait comme un homme éprouvé par le deuil et injustement soupçonné, cultivant l'image d'une victime d'emballement médiatique. Cette posture trouvait un écho chez certains, et Martin percevait le risque que l'opinion bascule en faveur du professeur si l'enquête ne produisait pas rapidement un élément tangible. Raphaël se trouvait désormais dans une zone d'incertitude qu'elle n'avait jamais envisagée. Elle ne pouvait plus ignorer la cohérence des éléments exposés par Martin, mais elle résistait encore à l'idée d'avoir mal jugé Brice. Cette résistance n'était pas seulement affective, elle était liée à son identité professionnelle. Être avocate, c'est défendre la présomption d'innocence, mais c'est aussi savoir reconnaître la réalité lorsqu'elle s'impose. Elle oscillait entre ces deux exigences, consciente que son positionnement influençait l'équilibre de son couple. Un soir, alors que la tension entre elle et Martin semblait à son comble, elle osa poser une question qu'elle avait jusque-là évitée, et si Nadia avait réellement voulu partir ? Cette hypothèse, formulée à voix basse, marquait une inflexion. Elle ne constituait pas un aveu, mais elle ouvrait un espace de réflexion commun. Martin comprit que cette simple question traduisait un déplacement intérieur, une fissure dans la certitude initiale. Pendant ce temps, Bruno tentait de se réconcilier avec lui-même. Il savait qu'il ne pourrait jamais effacer le fait qu'il n'avait pas compris le geste de Nadia sur le moment, mais il espérait que son témoignage contribuerait à faire émerger la vérité. Cette démarche représentait pour lui une forme de réparation, un moyen de ne pas laisser le silence triompher une seconde fois. Au lycée, Marceau continuait de mesurer les conséquences de ses actes, et cette prise de conscience, bien que liée à un incident bien moins grave, révélait un apprentissage essentiel. Certains signaux, même discrets, doivent être pris au sérieux. Erika, en observant son fils évoluer, comprenait que la vigilance parentale ne consiste pas à contrôler, mais à rester attentif aux fissures avant qu'elles ne deviennent des fractures. Chez Karim, la réflexion sur Arthur et Nina avait produit un apaisement progressif.
Il comprenait que la confiance est un équilibre fragile, et qu'un excès de protection peut ressembler à une forme d'emprise. Cette introspection, parallèle à l'enquête sur Brice, l'amenait à considérer que la frontière entre protection et contrôle est parfois plus fine qu'on ne l'imagine. Au commissariat, Damien apporta une dernière précision technique qui, sans être décisive, consolidait la cohérence du dossier. Il souligna que la mise en scène du lieu et la maîtrise des liens suggéraient une planification incompatible avec un geste impulsif. Martin accueillit cette observation avec gravité, conscient que l'affaire avançait désormais sur un terrain où la psychologie et la technique convergeaient. La confrontation finale entre Martin et Brice, au terme de cette séquence, ne prit pas la forme d'un aveu ni d'une arrestation spectaculaire. Elle fut plus subtile, plus silencieuse. Martin évoqua le geste d'appel à l'aide, expliquant calmement ce qu'il signifiait. Brice conserva son sang-froid, mais son regard se durcit imperceptiblement. Il comprenait que cette révélation introduisait un élément qu'il ne pouvait pas totalement contrôler. Il tenta de minimiser l'importance du signe, suggérant une interprétation erronée, une exagération dictée par l'émotion. Mais Martin perçut une inflexion dans son assurance, comme si le terrain devenait moins stable sous ses pieds. L'enquête n'était pas terminée, mais elle avait atteint un point où le doute raisonnable commençait à se resserrer autour de lui. À la fin de cette journée, Seth semblait reprendre son souffle. Les rues étaient baignées d'une lumière douce, les conversations reprenaient leur cours, et pourtant chacun des protagonistes savait que l'affaire Nadia ne pouvait plus être reléguée au rang d'accident malheureux. Le geste silencieux qu'elle avait adressé à Bruno avait traversé le temps pour devenir le centre d'une vérité en gestation. Martin, en regagnant son domicile, comprit que la quête de justice ne se limite pas à identifier un coupable. Elle consiste aussi à écouter les signes que l'on préfère parfois ignorer, à accepter que la violence peut se dissimuler derrière des apparences irréprochables, et à affronter les conséquences humaines de chaque décision. La partie engagée contre Brice n'était pas close, mais elle avait changé de nature. Elle ne reposait plus seulement sur des soupçons techniques, elle s'appuyait désormais sur la parole silencieuse d'une femme qui avait tenté de dire qu'elle avait peur. L'histoire ne se terminait pas ici, mais un seuil venait d'être franchi. Les masques commençaient à se fissurer, les certitudes à vaciller, et la vérité, bien que encore incomplète, avançait avec une détermination implacable.